Je suis dans la cuisine de maman, la regardant s'affairer avec la bouilloire. La lumière du soleil traverse les rideaux de gaz, attrapant des grains de poussière qui dansent dans l'air comme de minuscules souvenirs. Cette pièce n'a pas changé depuis que j'ai 10 ans, même papier peint jaune, même boîte à biscuits en forme de poule dodue. Maya, j'apprécie vraiment que tu sois venue, dit maman en me tapotant le bras. Ses cheveux parsemés d'argent sont tirés en un chignon soigné, digne d'une bibliothécaire, même à la retraite. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre cette application bancaire. Tout était si simple avec les relevés papier. Pas de problème. Je souris, la fille dévouée comme toujours, 31 ans et jouant encore le rôle de support technique. Où est ton téléphone? Sur la table. Laisse-moi nous chercher de l'eau. Elle s'affaire dans la cuisine, et j'attrape son téléphone, un nouveau modèle que je l'ai convaincu de prendre à Noël dernier. L'écran s'allume avec une notification, discussion de groupe, le cercle intime de Tora. Juliane, PFFF, elle se plaint encore du business plan de Harper. Mon cœur s'arrête, puis se met à marteler contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Le message est si spécifique, si cruel, et le nom de la discussion, le cercle intime de Tora, implique qu'il y a un cercle extérieur, moi. Ma main bouge d'elle-même, tapant sur la notification. La discussion s'ouvre. Harper, elle pense que tout le monde vit dans un fichier Excel comme elle. Heureusement que maman ne l'a pas invitée dimanche dernier. Dimanche. Le jour où maman a dit qu'elle ne se sentait pas bien quand j'ai proposé d'apporter de la soupe, le jour que j'ai passé seul dans mon appartement à rattraper des dossiers clients. Mes yeux remontent vers des messages plus anciens. Hélène, maman, confirmé. Le fonds de 90 000 € de grand-mère Madeleine sera débloqué vendredi. Juliane, parfait. J'utiliserai mes 45 000 € pour le fonds universitaire des enfants à l'UNC. J'ai déjà prévenu mon mari. Harper, merci, maman. 45 000 € suffiront pour mon studio. Hélène, maman, souvenez-vous, nous avons convenu de ne pas le dire à Maya. Elle n'en a pas besoin, et ça ne ferait que compliquer les choses. C'est pour le mieux. Mes poumons oublient comment fonctionner. 90 000 €, divisé en 2, pas en 3. Grand-mère Madeleine est morte il y a 4 mois. Sa cuillère en bois préférée est toujours suspendue dans cette cuisine. Elle m'a appris à faire des snickerdoodles sur ce comptoir, juste là, ses mains douces guidant les miennes. Tu es si prudente, Maya, si précise. C'est un don. J'entends les pas de maman qui revient et je repose rapidement le téléphone, exactement comme je l'ai trouvé. Mon visage se fige en un masque, celui que j'ai perfectionné au fil des années de dîners de famille où Juliane se vantait de ses enfants parfaits, où Harper se plaignait de sa dernière crise artistique, et où je restais assise en silence, notant qui avait besoin d'aide pour ses impôts. Voilà, dit maman en posant 2 verres d'eau glacée. Maintenant, montre-moi comment utiliser ce truc. Pendant les 20 minutes suivantes, je lui explique la configuration de l'application bancaire, ma voix stable et professionnelle. Mes mains ne tremblent pas, mes yeux ne larmoient pas. Je suis la comptable parfaite, la fille fiable, aidant sa mère à gérer ses finances tout en prétendant ignorer qu'elle me vole mon héritage. Tu es une vraie sauveuse, dit maman quand nous avons fini. Que ferions-nous sans toi? Je me le demande, réponds-je, ma voix ayant juste assez de tranchant pour que son sourire vacille. Mais elle ne le remarque pas. Pas vraiment. Elle ne l'a jamais fait. Plus tard, je serre mon volant si fort que mes jointures blanchissent contre le cuir noir. La pluie commence à crépiter contre le pare-brise, épousant le rythme des pensées qui martèlent dans ma tête. Que ferait-il sans moi? Le souvenir refait surface comme une bulle qui éclate à la surface de l'eau. Moi, à 16 ans, penché sur la table de la salle à manger, entouré de formulaires d'impôts, pendant que papa faisait les 100 pas derrière moi. Voilà notre fille fiable, avait-il dit en me tapant sur l'épaule alors que je finissais leurs impôts. Que ferions-nous sans toi? Dehors, par la fenêtre, Juliane et Harper montaient dans le break de maman, riant en se dirigeant vers le centre commercial. J'avais voulu y aller aussi, mais quelqu'un devait réparer le gâchis que papa avait fait de leurs finances. La fiable, la responsable, l'utile. Jamais l'aimer. Je me gare devant mon immeuble, mais je ne trouve pas l'énergie de sortir de la voiture. La prise de conscience s'abat sur moi comme du béton qui durcit. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils aimaient ma fonction. Je pense à toutes les nuits que j'ai passées à organiser les dossiers commerciaux chaotiques de Harper. Toutes les heures à expliquer les plans d'épargne-études à Juliane.
tous les week-ends à installer des logiciels sur l'ordinateur de papa pendant qu'il regardait le golf. Et toutes les fois où j'ai ravalé mes opinions, mes désirs, mes besoins, parce que j'étais la pragmatique. Celle qui n'avait pas besoin de soutien émotionnel ou d'inclusion parce que j'avais ma carrière censée, mon appartement censé, et ma vie censée. Quand j'entre enfin, mon appartement me semble différent. Plus petit. Les meubles élégants et le décor minimaliste qui semblait si adulte auparavant ressemblent maintenant à une chambre d'hôtel, un lieu de passage, pas un lieu de vie. Mon regard s'arrête sur l'équipement photographique coûteux dans le coin, le Nikon D850 avec des objectifs spécialisés, le kit d'éclairage, les accessoires. Ce passe-temps idiot, comme dit maman. Une distraction si coûteuse, dit Juliane. Si technique, pas vraiment de l'art, renifle Harper. La seule chose que j'ai faite pour moi. La passion que j'ai poursuivie malgré leur dédain. Je traverse la pièce et je prends l'appareil photo. Le poids est solide dans mes mains, contrairement à tout le reste de ma vie qui vient de s'évaporer en mensonges. Quelque chose change en moi. La douleur est là, lancinante comme un bleu récent. Mais autre chose monte en même temps. Quelque chose de froid, de clair, et de terrifiant dans sa limpidité. J'ai passé toute ma vie à être utile à des gens qui ne me voient que comme une ressource. Un outil. Une fonction. C'est fini. Je pose délicatement l'appareil photo, puis j'ouvre mon ordinateur portable. Mes doigts flottent au-dessus du clavier. Un instant, mon premier instinct se manifeste, réparer ça. L'organiser. Rendre tout ça net et en ordre. Au lieu de ça, j'ouvre un nouveau document et je tape 3 mots, le cercle intime. Et en dessous, je commence à faire une liste. La lueur bleue de mon écran d'ordinateur illumine mon visage à 2 heures du matin. Mon appartement semble trop silencieux, comme s'il retenait son souffle avec moi. Je n'ai pas dormi depuis que j'ai quitté la maison de maman, depuis que j'ai découvert que je ne faisais pas partie de leur cercle intime. Mes mains flottent au-dessus du clavier, tremblant légèrement. Les données ne manquent pas. C'est sur ça que j'ai bâti ma carrière. Je tape le mot de passe de notre stockage en nuage familial, celui que j'ai créé il y a des années. Celui que je paie tous les mois pour que Juliane puisse stocker les photos d'école de ses enfants et que Harper puisse sauvegarder son portfolio artistique. L'écran de connexion clignote, puis s'ouvre sur la structure de dossier familière. Tu peux organiser nos vies numériques quand tu veux, Maya, m'avait dit maman en me tapant sur l'épaule quand je l'ai configuré. Que ferions-nous sans toi? Je navigue à travers les répertoires principaux jusqu'à ce que je repère un dossier inhabituel, Monsieur Fiducidoc. Mon pouce accélère. Bien sûr, ils utiliseraient l'initiale de grand-mère Madeleine plutôt que de l'épeler. Ils ne voulaient pas que je le trouve lors de ma maintenance régulière de leurs fichiers. À l'intérieur se trouvent 2 documents. Le premier, Harper Studio plan.pdf. Le second, Madeleine Torres Fiducie.pdf. J'ouvre d'abord le plan de Harper. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, désorganisé, plein de fautes de grammaire, avec des projections financières follement optimistes. Un studio de photographie, sans autre modèle économique que je prendrai des photos de tout ce qui m'inspire. Pas d'études de marché, pas d'analyse concurrentielle. Juste des tableaux Pinterest ambitieux et un budget qui n'a aucun sens comptable. Mes doigts frémissent en direction d'Excel. Je pourrais arranger ça. Je pourrais créer un vrai business plan, ajuster les chiffres pour qu'ils soient réalisables, créer un cadre qui pourrait réellement réussir. Ça me prendrait peut-être 3 heures. Ma main flotte au-dessus de la souris. Non. Je ferme le fichier sans rien changer. Le second document s'ouvre avec l'entête formelle, dernière volonté et testament de Madeleine Eleanor Torres. Je parcours le jargon juridique, ma formation d'expert comptable me permettant de déchiffrer rapidement les paragraphes denses. Puis je le trouve, à la page 7, section 4.2, la somme de 90 000 €, à remettre à ma fille, Hélène Torres, pour être distribuée au profit de ses filles, comme elle l'entend. Comme elle l'entend. 4 mots inoffensifs qui donnent à ma mère une discrétion totale. Légalement, elle peut faire ce qu'elle veut de l'argent. Moralement, elle me vole. La faille est parfaite, conçue pour la flexibilité, utilisée comme une arme pour l'exclusion. Mon estomac se noue. Je me précipite aux toilettes, certaine que je vais vomir, mais rien ne sort. Juste des hauts le cœur et le goût de la trahison. De retour à mon bureau, je fixe les documents, la réalité s'ancrant plus profondément à chaque minute qui passe. L'argent sera débloqué ce vendredi.
Dans 4 jours, mes sœurs auront chacune 45 000 euros, et moi, je n'aurai rien. Pas l'argent, ce qui pique, mais rien de ce que je croyais être ma place dans cette famille. Je prends mon téléphone et j'appelle la seule personne qui pourrait comprendre le désordre juridique et émotionnel dans lequel je me trouve. Maya. La voix de Marc est pâteuse de sommeil. Il est presque 3 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Marc, question hypothétique, ma voix semble étrange, détachée. Si un fiduciaire d'un fonds discrétionnaire décide d'exclure un bénéficiaire en supposant qu'il n'a pas besoin de l'argent, quel est le recours? Une pause. Ce n'est pas une question hypothétique, n'est-ce pas? Non. Marc soupire, et je l'entends bouger alors qu'il s'assoit dans son lit. La clause comme le fiduciaire l'entend donne beaucoup de latitude. Mais s'il y a des preuves de mauvaise foi ou de préjugés dans la prise de décision. Maya, tu as besoin d'un avocat. Aujourd'hui. Je raccroche après avoir promis d'appeler son ami avocat le matin. Puis je fixe mon téléphone, les pouces flottant au-dessus du clavier. Je tape un email soigneusement formulé à ma mère, « Maman, pour ma planification financière personnelle, pourrais-tu s'il te plaît m'envoyer une copie des documents de la fiducie de grand-mère Madeleine? Merci. » Professionnel. Calme. Raisonnable. Sa réponse arrive en quelques minutes, malgré l'heure. « Oh, ma chérie. C'est très compliqué. Ne nous soucions pas de paperasse ennuyeuse. Discutons au dîner de dimanche. » Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de chute? Quand vous posez une question simple, et que la réponse vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir? Maya savait que discutons signifiait trouvons un moyen de te gérer. Dimanche. 2 jours après le versement du vendredi. D'ici là, l'argent aura disparu, divisé, dépensé, caché de moi. Je regarde de nouveau l'email. La façon dont elle qualifie le document juridique de paperasse ennuyeuse, le ton dédaigneux, la tactique dilatoire. Mon téléphone vibre. Un texto de Juliane, « Maya, pourquoi embêtes-tu maman avec des affaires juridiques à cette heure? Tout va bien? Tu sais comme elle est confuse avec tout ce jargon financier. Ça commence déjà. La défense coordonnée. La manipulation psychologique. Me faire sentir instable pour avoir posé une question simple et directe. Je ne réponds pas. Au lieu de ça, je prends des captures d'écran de tout le dossier caché, le document de la fiducie, les emails, les textos et je les enregistre dans un nouveau dossier sur mon disque personnel, intitulé Preuve. Pour la première fois de ma vie, je vois clairement le schéma. Les rôles que nous avons tous joués. Juliane, l'enfant chéri qui mérite tout. Harper, la petite dernière qui a besoin de protection. Maman, la complice à la volonté faible qui se cache derrière ce qui est le mieux pour tout le monde. Et moi, la fonction fiable. Pas une fille, mais un outil. Je pense à toutes les déclarations d'impôts que j'ai préparées. Tous les problèmes techniques que j'ai résolus. Tous les conseils financiers que j'ai donnés librement, avec amour, croyant que c'était ma contribution à notre lien familial. Quelle idiote j'ai été. La lumière du lundi matin se faufile à travers mes stores. Je n'ai pas dormi, mais mon esprit n'a jamais été aussi clair. Je prends mon appareil photo, le seul passe-temps qu'ils ont tous rejeté comme trop cher et pas vraiment de l'art comme le travail de Harper. À travers le viseur, je vois mon appartement différemment. Non pas comme un espace temporaire en attendant de trouver quelque chose de vrai, comme maman le suggère toujours, mais comme le mien. Le premier pas vers une vie qui m'appartient, à moi seul. Je pose l'appareil photo et je passe un appel à l'avocat que Marc m'a recommandé. Ici Maya Torres, dis-je quand la réceptionniste répond. Je dois discuter d'un litige de fiducie. Ma voix ne tremble pas. Pour la première fois, je ne résous pas le problème de quelqu'un d'autre. Je résous le mien. Plus tard dans la matinée, mon téléphone s'allume avec le nom de Juliane. Je le fixe, comptant 3 sonneries complètes avant de répondre. Un petit acte de rébellion. Allô? Je garde ma voix neutre. Maya, Dieu merci. La voix de Juliane dégouline d'une sollicitude fabriquée. Maman est vraiment contrariée. Tu l'as fait se sentir interrogée. C'est quoi cette histoire de fiducie? Tu sais que tu es toujours si intense avec l'argent. On s'inquiète juste pour toi. Une chaleur familière monte dans ma poitrine, la brûlure d'être mal comprise, déformée, manipulée. Du Juliane pur jus,
tordant la réalité jusqu'à ce que je doute de mes propres perceptions. De la manipulation psychologique, enrobée d'inquiétude sororale. L'ancienne Maya se serait excusée. L'ancienne Maya aurait fait marche arrière, désespérée de calmer les choses. Je prends une lente inspiration. Juliane, je demande simplement un document financier. Ce n'est pas intense. C'est une pratique courante. S'il te plaît, demande à maman de me l'envoyer. Un silence crépite dans la connexion. Je peux presque voir son visage, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle s'attendait à ce que je cède comme une chaise de jardin bon marché. Eh bien, Ce n'est pas, elle bute sur ces mots, puis lance sèchement, peu importe, Maya, et raccroche. Je pose mon téléphone, surprise par la fermeté de mes mains. Un calme étrange s'installe en moi, comme le silence après un orage. Plus tard dans la soirée, je tape un message dans le chat de groupe familial, pas le cercle intime, bien sûr, mais celui où je suis incluse. Dîner de famille demain à 18h? J'ai des nouvelles financières importantes à discuter. Je sais exactement ce que je fais. Ils ne peuvent pas résister à ces mots magiques, nouvelles financières importantes. Dans leur monde, cela pourrait signifier des failles fiscales, ou des opportunités d'investissement. Quelque chose qu'ils peuvent me soutirer. Demain arrive avec une chaleur inhabituelle pour la saison, épaisse et oppressante. Je me gare devant la maison coloniale en briques de mes parents, la maison où j'ai appris à être utile plutôt qu'aimé. Je redresse ma blouse, j'attrape mon portefeuille en cuir, et je me dirige vers la porte comme si j'allais à une réunion du conseil d'administration. À l'intérieur, la climatisation souffle sur ma peau. La table de la salle à manger brille sous la belle vaisselle de maman. Papa s'agite avec une bouteille de vin pendant que maman arrange un centre de table de dahlia de fin de saison. Harper est avachi sur une chaise, faisant défiler son téléphone. Juliane arrange sa serviette sur ses genoux, sa posture parfaite. Maya, tonne papa, comme si le volume pouvait remplacer la chaleur. Entre. Du vin. Non, merci. Je glisse sur ma chaise habituelle, celle avec le pied bancal que personne d'autre ne veut. Maman pose un plat de poulet rôti sur la table. Alors, quelles sont ces nouvelles financières? As-tu une? Le dîner se déroule avec des conversations pénibles. Papa radote sur sa partie de golf. Juliane se vante du tournoi de football de son fils aîné. Harper mentionne qu'une galerie s'intéresse à son travail. Je picore ma nourriture, laissant la tension monter jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je pose ma fourchette avec un léger tintement contre la porcelaine. Je suis au courant pour le cercle intime. Le silence est absolu. Même la maison semble retenir son souffle. Et je sais ce que vous prévoyez tous de faire avec les 90 000 € de grand-mère Madeline. La main de maman vole à sa gorge. La mâchoire de papa se crispe. Harper fixe son assiette. Mais Juliane se ressaisit la première, sa voix contrôlée, raisonnable. Écoute, Maya, tu as du succès. Tu as une belle carrière. Elle se penche en avant, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière. Sais-tu à quel point les frais de scolarité à l'UNC sont chers? Mes enfants doivent aller à l'université. Harper a besoin d'un coup de pouce. Il s'agit de besoins réels. Ne sois pas si égoïste. Le mot égoïste l'atterrit comme une gifle. Combien de fois suis-je resté éveillé tard pour faire leur déclaration d'impôt? Combien de week-ends ai-je sacrifié à installer des logiciels sur l'ordinateur de papa? Combien d'heures ai-je passé à organiser les dossiers commerciaux chaotiques de Harper? Maman tord sa serviette, le lin se froissant entre ses doigts. Nous ne voulions pas te mettre mal à l'aise. Légalement, je suis la fiduciaire de toute façon. Papa recule sa chaise, les pieds raclant le parquet. Ne sois pas irrespectueuse, Maya. C'était une décision de famille. Une décision de famille. Les 3 mots résonnent dans ma tête, révélant la vérité avec une clarté parfaite. Une décision de famille prise sans le membre de la famille qui passe sa vie à leur faciliter la vie. Je les regarde, un par un. Maman, avec son expression pincée. Papa, le visage rouge et sur la défensive. Juliane, pleine de sa propre justice. Harper, mal à l'aise mais silencieuse. Une décision de famille, je répète doucement. Alors, c'est ça. Je me lève. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Le calme qui s'installe en moi est étrange et puissant.
Merci pour la clarification. Maya, ne sois pas dramatique, commence Juliane, mais je suis déjà en train de partir. Je me retourne sur le seuil, regardant le tableau qu'ils forment, figés sur leur siège, les couverts en suspens, les visages pris entre la colère et l'incertitude. Profitez bien de votre dîner. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un léger déclic qui semble plus définitif qu'un claquement. Dans ma voiture, je suis assise, les deux mains sur le volant, mais je ne démarre pas. Le soir de printemps m'enveloppe, les lucioles commençant à pulser dans le crépuscule naissant. Par la fenêtre de la salle à manger, je peux les voir reprendre leur repas, les têtes penchées dans une conversation urgente. Pour la première fois, je ne les vois pas comme ma famille, mais comme des étrangers, liés à moi par un accident de naissance. Des gens qui prendraient ce qui m'appartient parce qu'ils ont décidé que je n'en avais pas besoin. Je rentre chez moi, mon esprit se cristallisant autour d'un nouvel objectif. Dans mon appartement, j'ouvre mon ordinateur portable et je crée un nouveau document. Je tape chaque mot qu'ils ont prononcé ce soir, enregistrant la conversation mot pour mot pendant qu'elle est fraîche dans ma mémoire. Je la date, la titre mémo confrontation dîner.pdf, et je l'enregistre. Ensuite, j'envoie par email le mémo, les documents de la fiducie que j'ai trouvés, et mes notes de découverte à l'avocat spécialiste des successions que Marc m'a recommandé. Sa réponse arrive 1 heure plus tard, ils ont l'avantage juridique sur la clause discrétionnaire, mais ce mémo montre une collusion claire et de la mauvaise foi. Que voulez-vous, Madame Torres ? Je jette un coup d'œil à mon équipement photo posé dans le coin, la seule passion qu'ils ont rejetée comme un passe-temps idiot, une distraction coûteuse, pas vraiment de l'art. Que est-ce que je veux ? Mes doigts flottent au-dessus du clavier, puis tapent avec une clarté parfaite, je veux ma part. Et ensuite, je veux être libre. L'accord de règlement et de renonciation de mon avocate s'affiche sur l'écran de mon ordinateur, sobre et professionnel. Aucune des émotions qui m'étouffent depuis des jours n'apparaît dans ce document. Juste un langage juridique clair, concis, énonçant ce que je mérite, ma part d'un tiers de l'argent de grand-mère Madeline, 30 000 €, en échange de la libération de ma mère de toute autre réclamation. C'est simple, avait dit mon avocate lors de notre appel. Aucun juge ne considérerait cela comme déraisonnable. Vous demandez littéralement votre juste part, rien de plus. Je fixe le bouton à envoyer pendant 1 minute entière avant de cliquer. L'email s'envole vers ma mère, avec Juliane et mon avocate en copie. Puis je ferme mon ordinateur portable et j'attends. Les heures passent, pas de réponse. Je vérifie mon téléphone de manière obsessionnelle, je regarde l'horloge passer l'heure du dîner, et toujours rien. À 22 heures, je me suis convaincu qu'ils consultent leur propre avocat, préparant une réponse soignée. Mon sommeil, cette nuit-là, est fait de fragments brisés. La sonnerie de notification me réveille en sursaut à 6h17 le jeudi. Je saisis mon téléphone, m'attendant à un email, mais c'est Instagram à la place. Harper a posté. Mon pouce flotte au-dessus de la notification, un nœud se formant dans mon estomac. L'image remplit mon écran, Harper, les yeux rougis, une larme parfaite glissant sur sa joue. La vulnérabilité calculée de la photo me frappe comme une gifle. Tellement le cœur brisé, lit-on dans sa légende. J'essaie de suivre mon rêve et de créer ma propre entreprise, mais ma propre sœur essaie de me retirer mon financement. Certaines personnes accordent simplement plus de valeur à l'argent qu'à la famille. Mes mains tremblent en relisant. La section des commentaires contient déjà des réponses de sympathie de ses amis, des gens que je connais depuis l'enfance, offrant leur soutien, exprimant leur choc face à ma cruauté apparente. Avant que je puisse digérer cette embuscade publique, mon téléphone vibre avec un texto, puis un autre, et un autre. Tente des bras, Maya, c'est quoi cette histoire où tu harcèles Harper ? Oncle Tom, déçu d'apprendre que tu causes des problèmes à tes sœurs. Cousine Rachel, la famille devrait passer en premier. Je pensais que tes parents t'avaient mieux élevé. L'avalanche continue. À 7 heures du matin, mon téléphone est devenu un portail vers un monde où je suis soudainement la méchante d'une histoire que je n'ai pas écrite. Je ne réponds à aucun d'eux. Au lieu de ça, je prends des captures d'écran de chaque publication et texto, les sauvegardant dans un dossier que j'étiquette campagne de dénigrement public. Ensuite, je transfère toute la collection à mon avocate avec une seule ligne, ils répondent de cette manière au lieu de traiter le document juridique. Sa réponse arrive 10 minutes plus tard, cela change les choses. Restez en attente. Je me force à prendre une douche et à m'habiller pour le travail. Alors que je bois mon café, essayant de calmer mes nerfs pour la journée à venir, mon père appelle.
Je manque de ne pas répondre, mais un vague sentiment d'obligation résiduelle me fait décrocher. Maya, sa voix tonne immédiatement, sans prendre la peine de saluer. Je n'arrive pas à accéder à mon compte de retraite. Tu as changé le mot de passe, n'est-ce pas? Tu nous bloques l'accès. C'est enfantin. L'accusation est si inattendue que je ris, un son court et sans joie. Papa, je n'ai pas touché à tes comptes depuis 6 mois. J'ouvre mon ordinateur portable et je sors mon gestionnaire de mots de passe. Le mot de passe est le même que celui que je t'ai défini il y a 2 ans, Robert Golf 1960. J'entends des clics de clavier au téléphone, suivis d'un long silence. Oh, dit-il finalement. Ça a marché. Il raccroche sans me remercier. Je fixe le téléphone, un calme étrange s'installant en moi. Cette seule interaction cristallise tout de notre relation. Même en me dépeignant comme l'ennemi, ils attendent toujours mon aide. Même en m'excluant de leur cercle intime, ils dépendent de mon rôle fonctionnel dans leur vie. Mon email sonne. C'est un message de groupe de Juliane à notre famille élargie, me mettant en copie cachée une erreur de débutante qui montre à quel point elle comprend peu le fonctionnement des emails. Nous sommes si inquiets pour Maya, écrit-elle. Elle menace notre mère pour de l'argent. Elle n'est plus elle-même. Je le transfère aussi à mon avocate. À ce stade, je ne ressens plus la piqûre de la trahison. J'observe leur panique avec l'intérêt détaché d'un comptable examinant les calculs erronés d'un client. Ils révèlent quelque chose de profond, ils supposent que j'utiliserai mon pouvoir fonctionnel pour leur nuire, car c'est exactement ce qu'ils feraient. 20 minutes plus tard, mon avocate appelle. Je viens d'envoyer un email à votre mère et à son nouvel avocat, dit-elle, l'air satisfaite. J'ai pensé que vous aimeriez savoir exactement ce qu'il dit. Elle me le lit, et je sens le coin de ma bouche se relever. Ma cliente a proposé un règlement simple et équitable, indique l'email. En réponse, vos clients ont lancé une campagne de dénigrement public coordonnée, voire pièce jointe. Ma cliente n'acceptera plus 30 000 €. La nouvelle offre est de 35 000 €, couvrant sa part plus les frais de justice et les dommages et intérêts pour diffamation. Vous avez 24 heures pour accepter, ou nous vous verrons au tribunal des successions pour contester formellement l'ensemble de la distribution sur la base de la mauvaise foi du fiduciaire. C'est votre choix. Je suis assise là, le téléphone collé à l'oreille, stupéfaite de la précision avec laquelle cet email capture ce que je ne pouvais pas articuler, leur réponse n'a fait que renforcer ma position. Leur panique a révélé la vérité, ils savent qu'ils ont tort. Est-ce acceptable pour vous? Demande mon avocate quand je ne réponds pas immédiatement. Oui, dis-je, et quelque chose change en moi. En fait, c'est parfait. Elle glousse. Leur avocat leur conseillera de prendre cet accord immédiatement. La campagne sur les réseaux sociaux a été une grave erreur de calcul. En essayant de vous faire pression émotionnellement, ils ont créé des preuves documentées de harcèlement coordonné. Après avoir raccroché, je m'assois à ma table de cuisine, une étrange légèreté dans la poitrine. Pour la première fois depuis la découverte du chadieux cercle intime, je ressens quelque chose au-delà de la trahison ou de la colère. Je me sens puissante. Mon téléphone sonne de nouveau. C'est Juliane. Je refuse l'appel et je lui envoie un texto, toute communication par l'intermédiaire des avocats maintenant, s'il te plaît. Elle répond immédiatement, Maya, ne sois pas comme ça. On est une famille. Le mot qui m'aurait fait plier autrefois rebondit maintenant sur moi. Je ne réponds pas, Harper poste de nouveau, cette fois dans ses stories Instagram, gérer un membre de la famille toxique est si difficile. On essaie de les protéger de leurs pires impulsions, et ils se déchaînent. Je prends une capture d'écran pour mon dossier grandissant, mais je ne ressens rien. La performance en ligne qui était censée me blesser me semble maintenant pathétiquement transparente. Quand mon téléphone sonne une 3e fois, c'est ma mère. Je laisse le message aller sur la messagerie vocale, puis j'écoute son message. Maya, ma chérie, sa voix vacille. Tout ça a pris une telle ampleur. Ne pouvons-nous pas simplement parler? De personne à personne? De mère à fille? L'ancienne Maya aurait fondu à cet appel. La nouvelle Maya transfère le message vocal à son avocate avec une simple note, pour votre information, tentative de contact direct malgré une représentation légale. À 17 h, je reçois un email de mon avocate avec règlement confirmé en objet. L'avocat de ma mère a accepté le paiement de 35 000 €, a viré le vendredi, le jour même où le fonds de la fiducie sera débloqué. Félicitations, écrit mon avocate.
Ils ont cédé de manière assez prévisible une fois qu'ils ont réalisé que leurs tactiques émotionnelles s'étaient retournées contre eux. L'accord arrivera demain pour votre signature. Je ferme mon ordinateur portable et je me dirige vers la fenêtre de mon appartement. De l'autre côté de la rue, un jeune couple rit en promenant son chien. Un facteur distribue le courrier. Les voitures passent. Le monde ordinaire continue, ignorant que le mien s'est transformé. Je prends mon appareil photo, le coûteux que ma famille a rejeté comme un passe-temps idiot, et je sens son poids dans mes mains. À travers le viseur, je cadre une photo de la lumière du soir, projetant de longues ombres sur le sol de mon salon. Lumière et ombre, clarté et obscurité, les contrastes qui rendent une composition puissante. Je comprends maintenant ce que je ne pouvais pas voir auparavant. Ma famille ne m'a jamais valorisé, seulement ce que je pouvais faire pour eux. Mais en essayant de m'exclure, ils m'ont accidentellement libéré. Le vendredi matin, mon téléphone vibre sur le comptoir de la cuisine. Le nom de maman clignote à l'écran, contournant la barrière de l'avocat que nous avions établie. Un instant, j'envisage de laisser le message aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose me dit que je dois entendre ça. Une dernière tentative. Allô, je réponds, ma voix neutre, professionnelle. Maya, la voix de maman se brise immédiatement. Elle pleure, de gros sanglots qui m'auraient autrefois fait me précipiter pour arranger ce qui n'allait pas à ma chérie, s'il te plaît, tu déchires cette famille. Pour de l'argent? C'est vraiment ce que tu veux. Je ne dis rien, j'attends juste, pendant que le silence s'étire entre nous. Ta grand-mère aurait tellement honte de toi, continue-t-elle, sa voix se raffermissant avec une manipulation rodée. Madeleine nous a toujours appris que la famille passe avant tout, toujours. Et te voilà, avec des avocats, des exigences et des menaces. J'observe un cardinal se poser sur le rebord de ma fenêtre, d'un rouge vif contre la pâle lumière du matin. Grand-mère Madeleine adorait les cardinaux, elle les appelait des petits messagers. Étrange coïncidence. Laisse tomber, Maya. S'il te plaît. Sois la plus intelligente. C'est ce que tu as toujours fait. C'est qui tu es. La voilà, la phrase qui a régi ma vie, sois la plus intelligente. Traduction, ravale tes besoins, ignore l'injustice, maintiens la paix à tes propres dépens. Le test ultime. Ma gorge se serre, mais pas avec la culpabilité ou l'obligation habituelle. Quelque chose d'autre monte en moi, clair et frais comme de l'eau de source. Maman, dis-je doucement, c'est vous qui avez déchiré cette famille. Vous l'avez fait en secret, dans le cercle intime. J'envoie juste la facture pour ma sortie. Maya, ce n'est pas juste. Ce n'est plus une discussion entre toi et moi. S'il te plaît, parle à mon avocat. N'ose pas me raccrocher au nez, sa voix monte, la douceur s'évanouissant. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'appuie sur le bouton rouge, fin de l'appel. Mes mains devraient trembler, mon cœur devrait s'emballer. Je n'ai jamais raccroché au nez de ma mère en 31 ans. Au lieu de ça, je ne ressens que de la paix, comme si je déposais une lourde valise que je portais depuis des décennies. Le cardinal s'envole. Je retourne à mon café, je prends une gorgée. Il a refroidi, mais je le bois quand même. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Cette fois, c'est mon avocate. Madame Torres, ils ont accepté les conditions. 35 000 € à virer aujourd'hui lorsque la fiducie sera débloquée. Ils demandent une renonciation complète à toute réclamation. C'est ce qu'on a proposé, réponds-je. Oui, elle semble légèrement surprise. Il semble que l'avocat de votre mère les ait convaincus que c'était l'option la moins dommageable. Voulez-vous procéder? Oui. Je préparerai les documents immédiatement. 3 heures. Je vais au travail. Je dépose des demandes de report d'impôts pour des clients. Je déjeune avec Marc, qui me demande si je vais bien. Je vais bien, je lui dis, et pour une fois, ce n'est pas un mensonge. Cet après-midi-là, mon téléphone sonne avec une alerte bancaire. Je vérifie la notification, dépôt, 35 000 €. Virement bancaire. L'argent qui m'avait été refusé, qui aurait été secrètement divisé entre mes sœurs sans que je le sache jamais, se trouve maintenant sur mon compte. Non seulement les 30 000 € qui m'étaient dus, mais 5 000 € de plus pour leur tentative de salir mon nom. Je regarde le chiffre un long moment. 35 000 €. Assez pour que Harper démarre son studio avec de l'argent en plus. Assez pour une part importante des fonds universitaires des enfants de Juliane.
Et pour moi, la liberté. J'ouvre mon ordinateur portable et je commence à taper. Ah, Hélène, Robert, Juliane, Harper Objet, fin officielle des services bénévoles. Cet email confirme la réception du règlement de 35 000 € concernant la fiducie Madeleine Torres. À compter de ce jour, je mets officiellement fin à mes fonctions de comptable et de conseillère technique bénévole. Je fais une pause, réfléchissant soigneusement à mes prochains mots. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de fixer des limites. Il s'agit de facturer enfin des services que j'ai fournis gratuitement pendant des décennies. Pour Robert, votre identifiant de compte de retraite est Robert Golf 1960. Veuillez contacter Vanguard pour tout support futur. Pour Juliane, les demandes de bourse d'études FAFSA de vos enfants sont dues le 1er mars. Je recommande de contacter directement le bureau d'aide financière. Pour Harper, vos paiements d'impôts estimés trimestriels, formulaire 1040 ES, sont dus le 15 janvier. Veuillez noter que votre injection de capital de 45 000 € est un revenu imposable, sauf si elle est structurée comme un prêt formel. Je vous recommande vivement de faire appel à un expert comptable professionnel immédiatement. Le non-dépôt peut entraîner des pénalités et des intérêts importants de la part de l'IRS. Veuillez me retirer de tous les forfaits de données familiaux et des comptes partagés dans les 48 heures. Mon doigt flotte au-dessus du bouton Envoyer. Je relis l'email. Froid. Professionnel. Terrifiant dans son utilité. Les conséquences naturelles de la perte de leurs ressources familiales gratuites sont énoncées avec une clarté parfaite. J'appuie sur Envoyer. En quelques minutes, mon téléphone explose. Des textos de chacun d'eux. Des appels de papa, puis de Juliane, puis de Harper. Je les mets tous en sourdine, je désactive les notifications. Je n'ai pas besoin d'entendre leur panique, leur colère, ou leur prise de conscience soudaine de ce qu'ils ont perdu. Je me lève et je me dirige vers ma fenêtre, regardant la ville en contrebas. Des gens se pressant ce vendredi après-midi, ignorant que ma vie vient d'être scindée en un avant et un après. Derrière moi, réduite au silence, ma famille découvre ce que signifie ne plus avoir accès à Maya Torres, CPA. Ils apprennent ce qui se passe quand la personne que vous avez utilisée comme ressource décide de s'éloigner. Ce n'est plus ma responsabilité. Leurs finances. Leurs mots de passe. Leurs problèmes fiscaux. Leur confusion face aux formulaires, aux délais et aux conséquences. Pour la première fois, je sens le poids de tout ça, de tout ce que j'ai porté pour eux. Les heures passées à corriger les erreurs d'investissement de Robert. Les week-ends perdus à trier les reçus chaotiques de Harper. Les explications patientes et sans fin à Juliane sur les plans d'épargne-études pendant qu'elle regardait son téléphone et n'écoutait qu'à moitié. Toutes les fois où j'ai ravalé mes propres besoins parce que j'étais la pragmatique. La fiable. Celle qui n'avait pas besoin de soutien émotionnel ou d'inclusion parce que j'avais ma carrière censée, mon appartement censé et ma vie censée. Je prends mon appareil photo sur son étagère. Le poids est juste dans mes mains. J'ajuste l'ouverture, je fais la mise au point sur la ville au-delà de ma fenêtre. Clic, le son est satisfaisant. Définitif. Ce moment. C'est le véritable héritage de grand-mère Madeleine. Pas l'argent, mais la liberté. La permission de me mettre enfin en premier. De sortir de l'ombre de l'utilité et d'entrer dans la lumière de ma propre vie. Je me détourne de la fenêtre et je commence à chercher des loyers commerciaux dans le centre-ville de Raleigh. Studio de photographie. Licence commerciale. Nom de domaine de site web. 35 000 $. Le capital de départ dont ils disaient que je n'avais pas besoin. L'héritage qu'ils ont essayé de voler. Maintenant, il deviendra la fondation de quelque chose d'entièrement mien. Mon téléphone vibre de nouveau. Hélène appelle. Je refuse sans hésiter. Le cercle intime est maintenant une boucle fermée, tournant dans la confusion sans son centre. Sans moi. Et je suis exactement là où je dois être. Libre. La lumière du soleil traverse des baies vitrées, projetant des motifs dorés sur un parquet poli. J'ajuste l'ouverture de mon appareil photo, cadrant la photo de mon nouveau studio de photographie dans le centre-ville de Raleigh. 1 an après l'implosion familiale, et me voilà, propriétaire de Maya Torres Photographie. Les 35 000 $ de l'accord, l'argent dont il disait que je n'avais pas besoin, m'entoure maintenant sous la forme d'un équipement étincelant, d'un éclairage professionnel et d'un espace qui respire la possibilité. C'est drôle comme l'argent fonctionne quand il finance vos rêves plutôt que les attentes des autres. Ça mérite un toast,
annonce Marc, apparaissant à côté de moi avec 2 flûtes de champagne. Sa cravate est desserrée après une journée au cabinet comptable, la vie que j'ai laissée derrière moi. Au nouveau départ, dis-je en acceptant le verre. Et à cet espace incroyable, siffle Marc en regardant autour de lui. À des années-lumière de ce bureau sans âme chez Pritchard et Son. Il sourit. Mais sérieusement, Maya, il fait un geste vers l'élégante réception avec ses portfolios soigneusement disposés. Es-tu sûr de pouvoir gérer la comptabilité de cet endroit? L'entrepreneuriat, c'est une toute autre histoire. La question m'aurait inquiété il y a un an. Maintenant, je ris, un son si sincère qu'il me surprend même. Je pense que je m'en sors. Je tapote mon ordinateur portable, où vivent mes feuilles de calcul méticuleusement organisées. Il s'avère que mes compétences en comptabilité fonctionnent encore mieux quand c'est moi qui en profite. Marc trinque avec mon verre. 2 compétences bien utilisées, alors. Je le conduis vers un mur d'exposition présentant ma dernière série de portraits d'entreprise. Des PDG et des cadres qui m'intimidaient autrefois paient maintenant des tarifs premium pour mon œil, ma perspective. L'ironie ne m'échappe pas, ils apprécient ce que ma famille a rejeté comme un passe-temps. Je te l'ai dit, demande Marc en s'arrêtant sur le seuil. J'ai vu ton article dans Raleigh Today. 41h40, ce n'est pas rien. Une fierté réchauffe ma poitrine. La reconnaissance de l'année dernière n'était pas venue pour mon expertise fiscale ou ma virtuosité financière, mais pour avoir bâti une entreprise créative florissante à partir de rien. Pour avoir vécu de manière authentique. Merci d'avoir cru en moi quand je croyais à peine en moi-même, je lui dis. Après le départ de Marc, j'aperçois Amber, mon assistante, fronçant les sourcils devant son téléphone. Elle a 24 ans, elle est talentueuse, avec la même soif de photographie que j'avais à son âge. Tout va bien, je demande. Elle soupire. Mon père. Encore un sermon sur le fait de trouver un vrai travail avec des avantages sociaux. Il dit que je perds mon temps avec des trucs d'artiste. Ses doigts font des guillemets frustrés dans l'air. Les mots touchent une corde si familière qu'elle vibre à travers mes os. Je pose mon appareil photo et je lui fais face directement. Amber, écoute-moi. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour eux. Elle dépend de qui tu es. Je désigne son portfolio sur le bureau, des images qui capturent l'émotion et la lumière avec une intuition rare. Va construire ta vie. Tu as mon plein soutien. Ses yeux s'écarquillent légèrement, absorbant des mots que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a 10 ans. Plus tard dans la soirée, dans mon appartement, je retouche des photos de clients pendant que du jazz joue doucement. Mon téléphone vibre avec un texto. Je baisse les yeux, et le nom familier fige mes doigts au-dessus du clavier, maman. Salut ma chérie. Ça fait 1 an. Tu me manques. On peut parler, s'il te plaît? Il y a 1 an, ce message aurait déchaîné un ouragan en moi. Maintenant, je me sens étrangement calme en le lisant. La blessure à cicatriser pas disparu, mais elle ne saigne plus. Je réfléchis soigneusement à ma réponse, tapant et supprimant plusieurs versions avant de me décider pour la vérité. Je suis contente que tu aies pris contact. Je vous ai tous pardonné, pour ma propre paix. Mais je ne suis pas intéressé à rouvrir cette porte. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Je mets le téléphone en mode silencieux et je retourne à mes retouches. La photographie sur mon écran montre une jeune entrepreneur debout, confiante, devant son nouveau magasin. J'ajuste la balance des blancs, apportant de la chaleur à son expression, de la clarté à son environnement. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement en paix. Ma famille m'a puni pour mon succès mais a ridiculisé ma passion. Ils m'ont pris mon héritage parce qu'ils ont décidé que je n'en avais pas besoin. Ils avaient raison. Je n'avais pas besoin des 30 000 euros. Mais j'ai aussi réalisé que je n'avais pas besoin d'eux. Ce dont j'avais besoin était là, depuis le début, le courage de devenir moi-même.